Et salut à toi, je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo immobilière de la chaîne Investimo Performance. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle d'un moment crucial dans la carrière d'un investisseur immobilier. J'espère que ça va t'arriver en tout cas souvent. On va parler de la vente ou la revente d'un bien immobilier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te donne plusieurs conseils, petits conseils qui, pour la revente, pourront potentiellement te faire économiser, voire gagner des centaines, voire même des milliers d'euros, en tout cas, je l'espère. Et je vais te parler plus particulièrement du timing de la revente. C'est très important parce que ça va influer potentiellement énormément sur ta rentabilité. Jingle. Super, nous voilà sur cette nouvelle vidéo. Je voulais te parler de la revente aujourd'hui simplement parce que il n'y a pas assez de monde, je trouve, qui prennent au sérieux la revente d'un bien immobilier. Pourtant, c'est une étape à part entière d'un investissement locatif. Un investissement locatif, il se décompose en 3 étapes simples. Première étape, tu la connais, c'est l'achat. Ok, c'est une des étapes les plus importantes finalement parce que c'est là, selon l'achat que tu as fait, si tu as acheté en dessous du prix du marché, tu as potentiellement déjà une plus-value future qui est, on va dire, sécurisée. Tu as fait une bonne affaire, tu as acheté en dessous du prix du marché. Ça, c'était la première étape. La seconde étape qui est d'autant plus importante dans un investissement locatif, c'est la mise en location. Certes, tu auras peut-être potentiellement fait des travaux, pas de travaux, ça dépend, mais tu vas mettre en location ton bien immobilier et à partir du moment où il est loué, il va te rapporter de l'argent, les loyers que tu vas toucher chaque mois et donc tu vas toucher, selon l'investissement que tu as fait, un cash flow, je l'espère, positif qui va arriver dans ta poche tous les mois. Félicitations! Et on arrive finalement à la toute dernière étape d'un investissement locatif, la dernière étape qui va sceller finalement la rentabilité globale de ton opération. Et c'est pas une étape à prendre à la légère parce que la revente, donc la troisième étape, la revente de ton bien immobilier, eh bien ça peut influer énormément sur la rentabilité globale de ton opération. Parce que si tu revends un bien que tu as acheté tout compris 200 000 euros, si tu le revends 220 000 ou 180 000, je peux dire qu'à la fin, la rentabilité peut être tout à fait différente. Elle peut même être négative sur ton investissement global, même si tu as loué à un locataire. Effectivement, tu le sais, c'est bien beau de calculer une rentabilité locative. C'est très bien. Honnêtement, c'est important de le faire pour pouvoir comparer tes investissements, pour pouvoir savoir sur quoi te baser. C'est super important. Mais si ta rentabilité locative, elle est de 10%, qui semble être super, mais ton bien, tu l'as acheté 20% trop cher par rapport au marché, et que tu le revends du coup avec une moins-value, eh bien, toute cette rentabilité locative va être anéantie durant la revente. C'est pour ça que la revente d'un bien immobilier, c'est extrêmement important. Ça peut faire passer ta rentabilité en locative ou ça peut même doubler, tripler ta rentabilité globale sur ton opération. Ok? Donc, dans cette vidéo, je vais te parler premièrement du timing de la revente. Tu vas me poser la question, et on arrive souvent, mais on me demande, mais pourquoi, eh bien, je devrais revendre un investissement locatif qui me rapporte de l'argent? C'est une question légitime et je comprends tout à fait qu'on se la pose. Et au final, toutes les réponses que je vais te donner à cette question, il y en a 4 ou 5, eh bien, ça revient toujours à une question de timing. La première que je peux te dire, la raison de revendre un bien immobilier, eh bien, c'est pour ne pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs. Tu le sais, aujourd'hui, si tu fais un montage correct, tu fais des travaux, tu fais de la location meublée ou de la location nue, peu importe, eh bien, tu peux déduire des charges, des travaux, des charges de fonctionnement, les charges de copropriété, potentiellement des amortissements, des frais de notaire, etc. Ça dépend du régime que tu as choisi. Dans tous les cas, si tu fais les choses correctement, tu sais que pendant plusieurs années, eh bien, tu ne vas pas payer d'impôts. Par contre, à un moment donné, eh bien, potentiellement, eh bien, tu n'auras plus beaucoup de charges à déduire. Ça fera un petit moment que tu as le bien immobilier et tu as moins d'intérêts aussi à déduire et tu as moins d'amortissement, etc., etc. Tu n'as pas réinvesti. Du coup, à un moment donné, tu vas forcément devoir payer des impôts sur tes revenus locatifs. Donc, à ce moment-là, tu as 2 choix. Soit tu anticipes du coup l'année où tu vas payer des impôts sur tes revenus locatifs et tu ne veux pas les payer parce que, pour rappel, les impôts sur les revenus locatifs en France peuvent être très très élevés, facilement 50% de manière générale sur ton bénéfice. Bref, tu as 2 choix. Soit tu revends,
donc tu clôtures ton opération, tu encaisses potentiellement ta plus-value, du coup tu ne touches plus de revenus locatifs sur cette opération, tu n'auras pas d'impôt, hormis les impôts potentiellement sur la plus-value. Ou alors, tu choisis de racheter, de faire une nouvelle opération avec potentiellement des travaux, de plus grosses charges pour repasser en négatif et du coup ne pas payer d'impôts. Donc ce timing, il est très important. Si tu ne souhaites pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs, eh bien cette possibilité de revendre un bien immobilier peut vraiment être intéressante. Ça, c'était la première réponse à la question. La deuxième réponse à la question en termes de timing, c'est si jamais, eh bien, tu sens, en tout cas, qu'il va y avoir des gros travaux de copropriété ou même de monopropriété, en tout cas des travaux qui coûtent cher par rapport à ton bien immobilier qui vont être faits dans très prochainement et tu ne veux pas les assumer. En fait, si tu veux, même si ces travaux entre guillemets, eh bien, tu les avais déjà budgétés, ok, ou s'il n'y a pas de problème de trésorerie, c'est toujours un peu problématique d'avoir une rénovation de façade, une rénovation de toiture, une isolation extérieure quand tu loues à des locataires. Ça fait des nuisances sonores, ça peut faire des nuisances aussi olfactives et visuellement, eh bien, c'est jamais attrayant quand tu veux louer un locataire et que tu vois que le bâtiment, il est tout en travaux et c'est des travaux qui peuvent durer longtemps. Donc ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, c'est si tu n'as pas budgété, ça peut complètement anéantir ta rentabilité. Des travaux qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, 5, 6, 7, 8, 10, 12, même 20 000 euros, eh bien ça peut te mettre, si tu n'as pas prévu ta trésorerie dans le rouge, et potentiellement si la copropriété n'a pas forcément les moyens mais est obligée de le faire, eh bien ça peut mettre aussi les budgets, les finances de la copropriété dans le rouge, et ça aussi c'est pas forcément positif pour la suite des opérations. Dernière chose, c'est qu'en général, avec ces montants de travaux, en règle générale, eh bien, l'incidence que tu as sur le prix de revente, parce que tu peux te dire ça, oui, je vais faire des travaux, mais ça va améliorer le bien. Effectivement, le confort des locataires, le visuel, etc., c'est bien. Mais en règle générale, tu ne te retrouveras jamais à la revente en termes sur ces montants de travaux spécifiques. Donc ça, c'était la deuxième réponse à cette question. Troisième réponse à cette question, eh bien, ça c'est quand même assez important. Le timing de la revente, si jamais, eh bien, tu as trouvé une nouvelle affaire. Okay, tu as trouvé une nouvelle affaire qui est très intéressante, qui te propose plus de rentabilité que l'investissement que tu as déjà, mais peut-être que tu as besoin de plus de fonds propres ou peut-être potentiellement que la banque t'a dit stop parce que tu es au bout de ta capacité d'endettement. À ce moment-là, ça peut être une bonne question à se poser, de se dire bon, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai le choix d'avoir cette opération qui est super intéressante, qui me permet de grossir mon patrimoine, mais je suis, entre guillemets, bloqué au niveau de la banque. Eh bien, vendre un bien immobilier, encaisser sa plus-value, rembourser le crédit, eh bien, ça peut débloquer une situation financièrement, ça peut te pouvoir permettre de passer à l'étape supérieure, d'acheter un plus gros investissement, de faire plus de rentabilité. Donc ça, en termes de timing, c'est très important parce que, des fois, quand tu es bloqué, tu as la nécessité de revendre un bien immobilier pour pouvoir aller de l'avant. On fait un pas en arrière pour faire deux pas en avant. C'est un petit peu ça qu'on se dit. La quatrième réponse à cette question, franchement, je te dirais que c'est en termes, tu sais, les courbes que tu vois en bourse, eh bien, tout est une question, si tu veux, de cycle. Que ça soit dans l'immobilier, que ça soit dans la bourse, que ça soit de manière générale dans l'économie, ok, dans toute la planète, eh bien, tous ces secteurs fonctionnent par cycles, des cycles de hausse, des cycles de baisse. Alors je t'accorde que sur la bourse c'est beaucoup plus volatile, dans l'immobilier en tout cas en France c'est beaucoup plus stable, mais tu peux, si tu connais bien ton marché et que tu as appris à investir comme on l'enseigne dans ces vidéos, eh bien tu peux te dire à un petit moment donné, peut-être que je suis vraiment sur la pente ascendante, le marché est bien dynamique et ça présage peut-être d'une période qui sera un petit peu plus compliquée dans les mois, semaines à venir. Et ça, si tu veux, si tu as bien contact avec des agents immobiliers et que tu es toujours au courant de ton marché, tu es vraiment dedans, eh bien tu vois des fois, moi ça m'est arrivé dernièrement où j'ai eu plusieurs agents immobiliers qui me disent c'est la folie, on a une liste de 10, 15, 20 investisseurs qui cherchent ce type de bien, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, on voit que les prix augmentent. Ça dans ma tête ça m'a dit ah là il y a peut-être quelque chose qui se passe, ça présage peut-être quelque chose de moins bien. Et c'est pour ça que, en termes de timing, si tu connais bien ton marché, si tu as vu que le prix de l'immobilier a bien monté, tu sens qu'il y a beaucoup de demandes, eh bien vaut mieux mettre ton bien immobilier en vente à ce moment-là
vaut mieux être un petit peu trop tôt, mais être sûr au moins d'être dans la pente ascendante, avoir aucune difficulté à louer, à vendre ton bien immobilier en quelques semaines, en même 2-3 jours si c'est possible. Alors que si tu le mets dans des situations qui sont un peu plus compliquées, où tu mets du temps à le vendre, eh bien ça peut changer totalement la finalité de ton opération. Donc ça, si tu veux, c'était pour moi vraiment les 4 réponses concrètes en termes de timing de revente d'un bien immobilier. Dernière chose, alors c'est pas vraiment une réponse à cette question de quand, pourquoi revendre un bien immobilier, c'est plutôt un petit conseil que je peux te donner au niveau de la revente. Eh bien, c'est vraiment le fait qu'il faut faire attention qu'en France, tu le sais, eh bien, l'administratif dans l'immobilier, ça prend du temps. Une vente, ça dure 2 mois au grand minimum, 2 mois et demi, 3 mois et demi, voire 4 mois dernièrement, sans difficulté. Malheureusement, les notaires sont surbookés, les banques ne font pas très bien leur travail. Eh bien, une vente, ça peut durer beaucoup plus longtemps que tu le penses. Donc, il faut arriver à anticiper tout ça parce que il suffit que tu trouves un acheteur à ton bien. Ensuite, il faut signer le compromis. Ensuite, il faut que l'acheteur y trouve son prêt. Elle se trouve, il va pas se trouver son prêt, donc il va y avoir un refus de prêt. Le bien va repartir en vente. Et il peut vite se passer 5, 6, 7, 8 mois avant que tu vendes ton bien immobilier. Et je peux dire que 8 mois ça peut vite changer de tournure dans l'immobilier et ton bien peut potentiellement avoir pris un coup sur son prix de vente. Donc il faut arriver au minimum à pouvoir anticiper le marché immobilier, ce que tu souhaites faire dans les 3, 6, 9 mois pour ne pas être pris de court et finalement subir un petit peu cette non-anticipation des événements futurs. Ça, c'était les différentes réponses pour revenir au timing de la revente de l'opération. J'espère que ça a été clair, j'espère que tu y vois maintenant un petit peu plus clair en termes de revente de tes investissements locatifs ou même de tes futurs investissements locatifs. C'est toujours bien de le garder en tête. Ok ? Maintenant, pour clôturer cette vidéo, je vais te donner 2 conseils qui pour moi sont extrêmement intéressants. C'est des petits conseils mais qui peuvent te rapporter des centaines voire même de milliers d'euros, en tout cas économiser sur ta plus-value. Je m'explique. Quand tu vas revendre un bien immobilier, tu auras des frais inhérents que entre guillemets, au départ, tu devras payer pour aller au bout de cette vente. Je te parle notamment des frais de pré-état daté et des frais d'état daté. Si tu ne le sais pas encore, ça c'est des documents qui sont fournis par le syndic potentiellement si tu veux un appartement de ta copropriété. Ok ? Et ces documents, ils sont, en tout cas pour l'état daté, obligatoires pour faire la vente. Et ces documents, encore il n'y a pas longtemps, ils pouvaient être facturés des centaines d'euros. Facilement, tu pouvais te retrouver avec un état daté et un pré-état daté à 400, 500, 600, 700 euros de frais à débourser pour pouvoir aller au bout de la vente. Donc c'est des frais qui sont importants et que toi en tant que vendeur tu es censé payer. Par contre, comme tu le sais, tout est négociable. Tout est négociable, donc rien ne t'empêche de faire payer ça à l'acheteur, quoique c'est quand même un petit peu difficile. Par contre, pour être tout à fait réglo et pour pouvoir en bénéficier, quand tu t'es mis d'accord avec l'acheteur du prix de vente, tu peux proposer de déduire au prix de vente les frais d'état daté et de pré-état daté et que ce soit du coup l'acquéreur qui les paye. Donc pour lui finalement c'est la même chose parce que ce qu'il va débourser c'est le même montant. Par contre pour toi ce qui change c'est que le prix de vente va baisser et du coup ton imposition sur la plus-value potentielle va baisser. Et tu le sais aujourd'hui en France, de manière générale si tu revends dans les 5-6 premières années, en nom propre, tu vas être imposé à 36,2% sur la plus-value. Donc si tu fais un calcul simple, on va dire il y a eu pour 500 euros de état daté et de pré-état daté et que tu prends 36,2% de ces 500 euros, tu te retrouves avec 181 euros d'économie sur ta plus-value. Donc ça c'est super simple. Ça prend 5 minutes de négociation. Oh, j'ai jamais vu un acquéreur qui m'a refusé ça, mais ça te permet d'économiser quelques centaines d'euros facilement. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est notamment si tu revends un logement meublé, ok ? Et notamment loué. Évidemment, tu peux déduire les meubles du prix d'achat. Donc quand tu le revends loué, c'est pas mal parce que du coup, ça t'impose un petit peu moins sur la plus-value parce que les meubles ne sont pas comptés dans la plus-value. Attention à bien fournir aussi des factures. Il faut que ça soit des factures récentes parce que petite parenthèse, les meubles, ce sont des biens qui se déprécient. Donc si jamais tu vends un bien loué
depuis 10 ans, meublé pardon, depuis 10 ans et que tu fournis des factures il y a 10 ans, eh bien potentiellement le législateur ne va pas accepter ces factures parce que les biens seront considérés comme s'ils n'ont plus de valeur ou en tout cas beaucoup moins de valeur qu'au moment de l'achat neuf. Donc ça c'est, je ferme la parenthèse. En revanche, si tu vends un bien qui est loué et potentiellement meublé, très important, si tu fais en plus potentiellement de la location meublée comme je viens de dire, tu as pris potentiellement 2 mois de loyer de garantie par tes locataires. Ok ? Eh bien, ce que je te propose, eh bien, c'est de faire la même chose qu'avec les frais d'état daté, de prêt état daté. Tu vas proposer à ton acquéreur que tu ne rembourses pas ses cautions lorsqu'il achète, parce que ce n'est pas ton argent, c'est l'argent des locataires dont tu es censé au départ les rembourser à l'acquéreur pour qu'il puisse leur donner lorsqu'ils sortent de l'appartement potentiellement. Eh bien, tu lui dis, écoutez, ce que je vous propose, c'est de baisser le prix de vente du montant des cautions et je ne vous redonne pas les cautions des locataires. Et là, ça peut te faire économiser encore plus que les documents de pré-état daté et d'état daté, parce que je te donne un exemple. J'ai vendu dernièrement une colocation de 4 personnes où j'avais environ, je ne me rappelle plus, mais c'était au-dessus en tout cas de 4 000 € de garantie, de caution des locataires. J'ai proposé à l'acquéreur du coup de baisser le prix de vente de ces garanties, donc de 4 000 € on va dire, et ça m'a permis d'économiser plus de 1 400 € d'impôt sur la plus-value. Donc ça, c'était mes 2 conseils à la fin de cette vidéo. J'espère que tu vas t'en servir et qu'ils vont pouvoir te faire gagner des centaines, voire même de milliers d'euros. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que j'ai pu un peu t'éclaircir au niveau de la revente. N'hésite pas, comme d'habitude, à mettre tes questions en commentaire. Mettre un pouce bleu et t'abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et continuer à te produire du contenu de qualité. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.